Derval vient du gaulois dervos, qui signifiait chêne. On commence à en entendre parler dès le IXe siècle, mais ce n'est qu'au XIIe siècle qu'apparaissent les cires de Derval. La tour Saint-Clair est l'unique vestige du château fort de Derval, qui comptait pas moins de 8 tours au XIIe siècle. La tour Saint-Clair est le témoignage que Derval fut en son temps une des places fortes des marches de Bretagne. En 1598, l'édit de Nantes condamne le château à la démolition. La destruction quasi complète ne sera pas réalisée tout de suite. La forteresse, ayant dû servir de prison aux protestants, capturée lors du siège de Port-Louis dans le Morbihan. Ce lieu servira ensuite de carrière de pierre pour la population dervalaise. Dans les années 1950-1960, la tour Saint-Clair, même en grande partie détruite, fut un terrain de jeu et de balade pour la jeunesse dervalaise. On y venait en vélo, on traversait les douves, on y grimpait jusqu'aux latrines. Dans les années 50-60, Derval comptait 25 artisans et près de 40 commerces dans le bourg, dont une dizaine de cafés. Certains, que l'on a surnommés les chapelles, étaient très fréquentés à la sortie de la messe. La plupart des cafés proposaient une deuxième activité, parfois une épicerie, parfois il s'agissait d'une petite exploitation agricole. À cette époque, on comptait 3 boucheries, 2 charcuteries, 3 boulangeries, 6 épiceries, mais aussi un magasin de cycles et une quincaillerie. Parmi les artisans, un horloger, plusieurs forgerons, des garagistes ou encore des maréchaux ferrants et bourreliers. Quand je suis arrivé à Derval, il devait y avoir 10 cafés à Derval. Et ils tournaient tous. Avant la messe, il y avait des gens déjà allés au café. Quand c'était des grandes fêtes, comme Pâques ou la Toussaint, pour peur de ne pas avoir de place dans l'église, ils apportaient le tabouret. Et comme ça, ils étaient sûrs d'avoir une place en retournant au café. Parce qu'ils remportaient leur tabouret. Maintenant, l'église n'est pas près d'être pleine, il n'y a pas besoin de tabouret. À l'époque, les femmes n'allaient pas au café. Elles discutaient sur la place de l'église. Et puis, bon, pas en auto, elles n'allaient pas en auto parce qu'il n'y avait presque pas de voiture au départ. Avant la guerre, il n'y avait pas énormément de voitures. Par exemple, Madame Chevillard, là-haut, elle vendait de l'essence, elle vendait des semences, des graines. C'était pas uniquement le café. Les gens venaient au bourg de Derval, ils allaient au café. C'est plutôt rencontrer, discuter. Il y avait 3 boulangers, il y avait 1, 2, 3 bouchers, il y avait 2 charcutiers, Lambert et puis Potrel. Alors il y avait un marchand de cycles aussi, Monsieur Bello, qui était marchand de cycles et qui réparait bien. Il y avait une épicerie là, Brossier. En dessous, il y avait alors épicerie faisait tout, un petit peu de vêtements, un petit peu de, enfin tout, mais en rétréci. Il y avait chez Bidot aussi, qui était un genre de quincaillerie. Il y avait sur la route de Mouais, c'est pareil, il y avait chez Olivier, là, c'était taxi, droguerie, quincaillerie. Monsieur Bretéché, marchand de fioul, on trouvait tout à l'époque dans le bourg de Derval. Maintenant, on ne trouve plus rien. Dans le bourg, il y avait les commerçants, et puis autrement, il y avait beaucoup de fermes tout autour. Mais il y a les commerçants, les marchands de porc, il y avait beaucoup de marchands. Il y en avait 3 à Derval, ils étaient tous de la même famille et ils s'en allaient dans les fermes pour chercher les porcs un peu partout. L'ambiance de Derval,
je n'ai pas trop aimé au départ. C'est plus bourgeois, par exemple, que Guémené. Quand on vient à Derval, il faut changer. À Guémené, on va avec les bottes d'école chaude. C'est complètement différent. L'un des hauts lieux du commerce d'Hervalais, c'est aussi l'hôtel Provost, qu'on appelait autrefois la Grande Maison. Cette auberge existait déjà à la Révolution, alors très fréquentée par les voyageurs allant de Nantes à Rennes. À la fin du XVIIIe siècle, ce lieu fut envahi par les Chouans qui exécutèrent le maire, révérend, dans son lit. L'hôtel Provost a également accueilli la duchesse de Berry en 1828. Bien plus tard, l'hôtel Provost était reconnu pour son restaurant et pour la personnalité du patron, Jean Provost, né en 1924. Prince ou vagabond, chaque client était traité de la même façon. La décoration était avant-gardiste. Jean Provost avait fait de nombreux travaux. Une terrasse vitrée, une salle de mariage, un jardin. On y trouvait même à l'entrée une boutique d'objets de décoration tenue par sa mère. L'activité fut vendue en 1966, devenant l'hôtel Maine. Derval se trouve au croisement Nantes-Châteaubriand-Redon. Et alors, l'hôtel Provost, c'était sensationnel à l'époque. Eh bien, parce que c'était l'endroit où se réunissaient nos politiques. Compte tenu que ça se trouvait au croisement des routes, des communes, des routes, je dis bien, oui, Redon, Châteaubriand, Nantes, Rennes, c'est là que les politiques venaient là. L'hôtel Provost, ils accueillaient beaucoup de monde. Là, les gens descendaient du car bien souvent et allaient à l'hôtel Provost. Il y avait des repas à l'hôtel Provost. Alors ils pouvaient accueillir jusqu'à, je ne sais pas trop, mais 400 personnes peut-être bien. Il y avait du monde. Quelquefois on était très très serrés. Je m'en rappelle à tous les mariages. Je suis allé à plusieurs mariages. Là, et nous, quand on s'est mariés, on est allé le soir prendre un verre à l'hôtel Provost. Il avait de la gueule, quoi. Et puis, il s'était entouré toujours de bons cuisiniers. Bon, la cuisine était très bonne. C'était tout bien fabriqué France, hein, du terroir, comme on dit. C'était un personnage spécial, un peu. C'est un gars qui était né à Derval, mais bon, qui avait trouvé les moyens. Ses parents étaient mécaniciens à Derval. Son père était mécanicien à Derval. Nous, on a entendu des gens dans le fin fond du Massif central, des gens qui étaient au bord d'un étang comme nous, et puis ils nous ont vu arriver 44. À cette époque-là, on regardait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à partir en vacances et tout. Alors, qui disaient 44, nous on connaît parce que vous avez un hôtel super, c'est l'hôtel Provost. C'est incroyable, hein. Oui, les Allemands sont venus à Derval, je m'en souviens très bien. Avoir vu un matin où je me lève, mes parents étaient levés avant moi, et qu'est-ce qu'il y avait dans la cour de la ferme? Il y avait un Allemand qui demandait des œufs. œufs. Et puis, ma mère leur a mis des œufs, mais ils les ont payés. Ils avaient ordre de ne rien prendre sans payer. Et on avait aussi, ils avaient des chevaux, les Allemands,
avec leur charrette à quatre roues, là. Et alors, on était... Il y avait, de temps en temps, on était avertis par la garde champêtre qui serait venu nous chercher du foin et de la paille pour nourrir les chevaux. Et j'avais mon frère qui faisait partie du STO, service travail obligatoire, et qui s'était caché dans une ferme chez des copains. En 1939, à la déclaration de guerre, le curé de la paroisse nous a dit le jour, le dimanche, il y a un train qui arrive avec des réfugiés de Paris. Mais ils venaient d'à côté de Montmartre, la plupart. Ils étaient... Et vous allez aller accueillir tous ceux qui ont des pièces, qui peuvent les accueillir, vous allez aller les recevoir. Alors nous, on est allés mais on n'avait que 2 pièces à l'époque. Alors, on est allé recevoir ces gens et à la fin, mon père qui devait les placer dans les maisons, bon, il n'y avait plus assez de monde, il n'y avait pas la place. Alors, on a amené ici une famille de 5 personnes. Les deux parents, les 2 enfants et une grand-mère. Ils sont arrivés ici, c'était des Juifs. Et bon, on les a installés du mieux possible. Et puis, plus tard, mon père leur a trouvé une maison dans le bourg. Et c'est la rue de la Mi-Carême maintenant. Alors c'est là qu'ils étaient, dans cette maison-là. Plus tard, ils sont allés là. Et là, ils sont rentrés beaucoup trop tôt à Paris. Alors, le monsieur a réussi, il s'est évadé 2 fois, ils ont été pris, ils ont été dans les camps, mais la dame est morte dans au camp de concentration. Et les 2 enfants ont été sauvés quand même, parce qu'il a réussi à les mettre en zone libre. Et ils ont été sauvés. Et après la guerre, le monsieur m'a écrit pour me raconter tout ce qui s'était passé. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. La religion était omniprésente dans la commune au milieu du XXe siècle. 3 messes étaient dites le dimanche matin à 7h, 9h, puis 11h, sans compter les vêpres du dimanche après-midi. L'église était bondée. Certaines places étaient attribuées à l'année. Les familles s'organisaient pour que toute la famille puisse assister à l'une des messes. Les femmes arrivaient chapeautées, habillées souvent en noir, et les hommes sortaient l'habit du dimanche. À la sortie de la messe, le garde champêtre, installé depuis la sacristie ou en haut des marches, lui, il faisait les annonces, les publications, le Derval Info d'époque. Je me rappelle, c'était mademoiselle Lagré qui passait avec sa petite trousse, et puis il fallait donner l'emplacement, on payait l'emplacement. Alors tout ça, maintenant, ça n'existe plus, il y a la quête, point, et c'est tout, parce qu'il y avait ça et la quête. Alors, il fallait payer son petit emplacement, je me souviens de ça. Ouais. On comptait ceux qui n'y allaient pas dans la commune. Les femmes à l'époque, compte tenu que beaucoup avaient leurs parents avaient connu la guerre de 14, les femmes étaient souvent habillées, pratiquement toujours habillées en noir. La cravate, tout le monde, les femmes mantilles ou couvertes, et les hommes enlevaient le chapeau, par exemple. C'était l'inverse. Et puis le jour de la communion, les communions avaient un brassard, les filles étaient en aube, et elle avait une couronne. Et on chantait au vêp, les filles remettaient les couronnes à la Vierge. « Prends ma couronne, je te la donne, au ciel n'est-ce pas, tu me la rendras ». Je me rappelle très bien des paroles, je pourrais vous le chanter.
Ah, il y avait les marguilliers. Alors, les marguilliers, ils servaient le dimanche, parce qu'avant la messe, il y avait toujours une procession dans l'église. Alors, leur rôle, ben, c'était de porter la bannière et la croix dans l'église, bien sûr. Ils ramassaient le blé, ça s'appelait la quête des curés. Et alors, on allait dans toutes les maisons, chercher du blé, chercher des haricots, chercher de la monnaie, ceux qui voulaient donner. Et on a ramené ça au curé le lendemain. Ça faisait partie du travail des marguilliers, ça. À la sortie de la messe, ben, les hommes, nous, on allait boire un coup. Pas les enfants, bien sûr. Puis, et les femmes se retrouvaient ici ou là, dans les boutiques surtout, à faire leur commission et à discuter. Et puis, tout le monde allait écouter le garde champêtre dans les publications. Après, au café. Les femmes attendaient dans la voiture, à Derval aussi. Par contre, vous alliez à Sion-les-Mines ou au Grand Fougeret, les femmes allaient au café. Et baisaient leur verre de rouge comme tout le monde. 'Twas grace that taught my L'un des événements religieux de l'année, c'était les fêtes Dieu, avec une procession joyeuse et soigneusement préparée entre l'église et la grille. Les marguilliers plantaient des bouleaux sur le bord de la route. On ne demandait pas d'autorisation à l'époque. Et puis décoraient la route avec de la sciure de bois peinte, du marc de café. Il y avait de très belles décorations. Il y avait le dais, où il y avait le curé de la paroisse qui était sur le dais et qui portait le Saint-Sacrement. Et autrement, il y avait les routes qui étaient décorées. On faisait un chemin en sur, on faisait un pavage de chaque côté, des fleurs partout. Et on faisait des dessins. Les enfants ramassaient des marguerites au bord du chemin, bien souvent, et on effeuillait les marguerites, les roses, elles apportaient des roses aussi, c'est pareil, c'était effeuillé, et les choristes, alors les choristes jetaient les roses sur le chemin tout le long de la procession. Parce que de chaque côté, des fois, il y avait des draps, et puis on mettait des fleurs dessus. Oh là là, quel chantier! Il y avait des reposoirs. Il y avait un reposoir sur la route de Nantes, il y avait un reposoir sur la grille, il y avait un reposoir dans le centre. Il y avait peut-être 3 ou 4 reposoirs. Alors c'était des choses avec des marches, et puis il y avait à l'hôtel, et le prêtre officiait là un peu, et puis on défilait dans les. Lui il marchait avec, je crois qu'il y avait un dais, je crois, mais je suis pas sûre, tenu par 4 personnes. Hein, et le prêtre était dessus avec l'ostensoir et lui il marchait sur la sciure, quoi, forcément. Ouais. Et tout le monde chantait. Les communions portaient des oriflammes. Les jeunes de 20 ans portaient la statue du Sacré-Cœur sur l'épaule. Les jeunes filles, la statue de la Vierge. C'était magnifique, ça. Les communions en aube. Ah, ça comptait beaucoup à l'époque. Et puis c'est là que mon mari a eu sa première cuite carabinée. Ils allaient de maison en maison, alors qu'ils ne buvaient pas une miette d'alcool. Hein. Il allait de maison en maison, et puis il y en a un qui offrait un vin doux, l'autre un verre de vin, l'autre. Il y avait eu un mélange de ça. Il était entraîné parce qu'il ne connaissait pas encore tellement Derval, c'était les premières années. Hein. Il a été malade, alors moi j'étais au pied, j'ai dit comme ça, tu n'es pas encore assez malade. I found was blind, but now I see. Les élus d'Hervalais ont âprement négocié pour que la ligne de chemin de fer Châteaubriand-Redon s'arrête à Derval plutôt qu'à Sion-les-Mines et au Grand Fougeret. Ils ont finalement obtenu gain de cause. La gare, située à 1 km du bourg, a été mise en service en 1882, servant à la fois aux voyageurs mais aussi au transport de marchandises, machines agricoles, bestiaux, produits alimentaires. À la saison des pommes, d'importants tonnages partaient pour l'Allemagne pour la confection de confitures. Une halle servait d'entrepôt aux produits les plus divers en transit.
Le trafic fut interrompu en 1952, victime du développement de la voiture. Il reprit provisoirement en 1954, le temps de gérer une récolte de pommes exceptionnelle. Pour l'anecdote, la fille du chef de gare qui vivait à l'étage de la gare s'amusait parfois, lorsqu'elle arrosait ses plantes, à renverser de l'eau sur la tête des voyageurs. Si, on amenait les pommes à la gare à M. Bretéché, là. Si, je me rappelle, le train passait encore. Il y avait un quai, on montait la charrette sur le quai, on vidait les pommes, j'ai vu que ça. Et puis venir chercher des engrais, c'est tout. Il y avait 2 pièces, parce que c'était une maison de garde-bourrière un peu, quoi. Et il y avait une famille nombreuse qui s'appelait la famille Evin. Et puis je me rappelle, Laurent Evin, qui était plus âgé que moi, il mettait, quand le train passait, il mettait des cailloux sur le rail. Oui, j'y suis montée. J'allais chez ma tante à Avessac. Alors, je suis montée là, et je suis montée aussi pour aller à Châteaubriand. À Châteaubriand, pour prendre un autre train pour aller à Nantes. Parce qu'il n'y avait pas de car à Derval, ou bien les cars étaient trop pleins. C'était le seul moyen qu'il y avait à l'époque, avec les transports de loin. Mais les transports de loin ne faisaient pas de Châteaubriand Derval. Ils faisaient Nantes-Rennes. Dans les années 50-60, on comptait près de 500 exploitations agricoles à Derval. Bien sûr, on comptait de petites fermes, des biqueries. Aujourd'hui, on en compte environ 10 fois moins. Les exploitants étaient soit propriétaires, soit fermiers. Ils pratiquaient alors la polyculture et l'élevage de quelques bovins et des porcs. La fermière, de son côté, s'occupait du poulailler, des clapiers, de la soude à cochons et de la traite des vaches. Chaque année, les battages étaient l'occasion de faire la fête. Les agriculteurs se déplaçaient de ferme en ferme, puis se rassemblaient par village. Les premières faucheuses lieuses étaient tirées par des chevaux, voire par des bœufs. Chez nous, il y avait 27 hectares à l'époque. Ça faisait partie des grandes fermes. À part les fermes de métayers, où il y avait Aideslade, de Bois-Fleuri, tous les nobles de Derval, qui avaient leurs métayers. Ça veut dire qu'ils travaillaient à moitié pour eux, à moitié pour le propriétaire. Dans le village où j'étais, là, il y avait, du temps de mon beau-père, qui était en ferme avant moi, 23 exploitations. De 2 vaches, 3 vaches, 4 vaches. Aujourd'hui, il y en a une. Le monde agricole, il y avait de l'entraide qu'il n'y a plus maintenant. C'est ça que je reproche. Maintenant, vous allez tomber au fossé, on va peut-être pas vous appuyer sur la tête, mais on va vous laisser là, vous débrouiller. À l'époque, tout le monde s'entraînait. Les battages, par exemple. Ça durait 3 semaines d'une contrée. Le matin à 8 heures, la locomotive, comme un train, tout, ça appelait les bateaux. Ça veut dire, monter au boulot, il est l'heure. Toutes les demi-heures, on changeait d'équipe. L'équipe qui était au boulot, elle était au boulot. L'autre était où? À la cave. À prendre des vitamines et à faire descendre la poussière. Et puis, vice-versa après. Sauf le moment du repas où c'était 3/4 d'heure. Au lieu d'une demi-heure, c'était 3/4 d'heure. Alors si une grande ferme fournissait 2 hommes ou 3 hommes, une petite n'en fournissait qu'un. François Levent venait avec sa grosse batteuse et puis on assistait à celui qui prenait le sac de grains et qui montait et qui le posait. C'était important, c'était comme un wagon à cette batteuse-là. Les jeunes montaient sur le tas de gerbes pour les mettre sur la batterie et les anciens étaient à la paille. Et ça chantait le soir, fatigué. Après le repas, parce que le repas, des fois, il durait plus longtemps que prévu, fatigué, mais les gens chantaient. Au début, le cidre était très bon, mais à la fin de la saison, des fois, ils étaient plutôt secs. Et le lendemain matin, à 8 heures, ils étaient revenus au boulot. Ils avaient fait la traite et puis ils donnaient à manger aux bêtes. Là, je me rappelle très bien, parce que j'ai fait ça.
Les fêtes de l'Agrée, ou dites fêtes de la Saint-Jean, le 24 juin, étaient organisées par le comité des fêtes de l'Agrée, avec son fameux maire, Constant Pigré, en référence au maire Théophile Pigré. Au programme des fêtes de l'Agrée, une course cycliste, une fête foraine avec auto-tamponneuse, un stand de tir, des courses à l'œuf, des courses en sac et un bal en soirée. Et les bénévoles se retrouvaient ensuite pour un traditionnel repas de remerciement et partaient même en voyage en car tous ensemble. Eh ben, les fêtes de l'Agrée, ça commençait par une toute petite fête. On faisait un feu de joie, et puis on faisait un grand feu de joie là auprès des carrières sur la route de Roël, et puis on faisait des courses à l'œuf, la cuillère avec l'œuf, fallait pas que ça tombe, et puis la course en sac, j'ai fait ça moi, j'ai fait ça. Ouais. Et puis après, eh ben ça s'est étendu quoi. Après, elle a fait venir des manèges, des tirs aux pigeons, et des manèges et tout, et ça a été vraiment une grande fête quoi. Après, il y avait un manège de petites voitures. Alors on faisait des tours de petites voitures, mais j'avais pas trop d'argent, alors j'en faisais pas de bon, quelques-uns quand même. J'avais le droit à quelques-uns. Oui, et bon, il y avait autrement les fêtes de l'Agrée, il y avait le bal le soir. Alors ça, je ne suis pas allé beaucoup. Il y avait des chevaux de bois pour les petits, où il y avait les grands manèges là, pour les plus grands, où on montait dessus. Moi, je n'y allais pas beaucoup parce que je n'avais point d'argent. Et il y avait les courses cyclistes. En même temps. La kermesse se tenait en juillet, organisée par le curé et les paroissiens. Elle permettait notamment de subvenir au financement des écoles privées. Chaque début d'été, les enfants défilaient costumés, certains sur des chars, certains dans un rôle de majorette. Et tout ce petit monde était guidé au rythme de la fanfare, la clique Saint-Sébastien. Ah ben les kermesses, ça fait souvenir. Ça a duré 8 jours. Parce qu'il fallait tuer le cochon. Alors, on prenait chez Monsieur Levaux, à Croquemay là. Et puis les femmes faisaient les boudins, les saucisses, tout ce qui s'ensuit. Nous, la veille et l'avant-veille, on partait avec Monsieur Vessade, là justement, avec son camion, chercher les poulets et les lapins pour les lots de la roue de la fortune. On se faisait tourner la roue et on gagnait soit un lapin, un poulet, une bouteille de vin, une pot de confiture. On ramassait tout ce que les gens voulaient donner. C'était une belle fête, hein, le soir. Et puis le jour de la kermesse, moi j'étais grilleur de boudins de saucisses, mais à même le sol, pas de barbecue. Hein. Un brasier et des grilles tout le tour. Avec Hilaire Leblay et Maurice. La veille, il fallait monter les stands. Le lendemain, le lundi, il fallait débarrasser. Et on mangeait les pieds de cochon et les gigots pour récompense. Voilà. Alors, il y avait des chars aussi, des beaux chars. Je me souviens d'un char qui était particulièrement beau, qui avait été fait par... c'était les villages qui organisaient le char, qui faisaient les chars. Il avait été fait par la famille André. André, là, et alors, il était très très beau. Les gens étaient costumés, tout.
Entre 1905 et 1910, le patronage a démarré sous la houlette de l'église. On joue les premières pièces de théâtre dans une ancienne salle située à la place du cabinet médical. En 1937, une troupe masculine eut un grand succès, même en dehors de Derval. La première troupe mixte dirigée par un abbé de retour de la guerre. Les décors sont réalisés par Mademoiselle Gardet. En 1956, une nouvelle salle a été construite par des paroissiens, bénévoles et des agriculteurs qui venaient chacun leur tour et une fois par semaine aider à la construction de cette salle. La salle fut inaugurée en 1957 par la projection du film Le pont de la rivière Kwai. Le cinéma sera arrêté dans les années 1987. Alors, il y avait un théâtre, alors un vieux théâtre. Il a été détruit. Ça se trouvait, où se trouve maintenant le docteur et tout ça, le centre médical. J'en ai fait un tout petit peu, mais pas beaucoup. C'était surtout les jeunes gars et filles du bourg qui faisaient le théâtre. Mais il y avait le théâtre des hommes et le théâtre des femmes. Entre enfants et adolescents, je pense qu'il y a eu du petit théâtre. Et puis je me rappelle, il y avait un qui s'appelait Bébert Hayet, et puis qui jouait le rôle d'une femme. Mais je ne me rappelle plus du titre ni rien du tout. Et puis il avait été voir une voisine qui lui avait prêté une jupe. Je me rappelle de la veste, elle était rouge. Hein. Et madame, il comptait fleurette sans doute ou un homme lui comptait fleurette plutôt, parce que c'était un homme mais déguisé en femme. Et puis tout d'un coup, on était juste au bord, nous les gamins, et puis on dit comme ça, « Oh, c'est pas une femme, il a du poil aux pattes. » Il était tout velu. On est allé au cinéma là aussi. Je me rappelle avoir vu Violette impériale là, au cinéma. Le football a démarré après la guerre 14-18 sous la houlette du vicaire de Derval. Il fut relancé vers 1937-1938 par un autre vicaire et un jeune Dervalais. Une chanson, la Dervalaise, sera composée à cette occasion. Le terrain est situé rue Saint-Denis. En 1941, il existait deux équipes, la Dervalaise et la SD. Et en 1942, la fusion des deux équipes est réalisée, qui va s'appeler l'ASD. Avec les couleurs jaune et noir, une autre chanson fut créée. Ce fut une exception pour la région, une seule équipe. En 2006, création du SCNA avec le rassemblement des communes avoisinantes.